Un mauvais genre entièrement consacré ce soir à la figure de Pierre Louys. En effet, érotomane méticuleux qui pointa sa libido avec des ardeurs de chartiste, érudit pointilleux qui mit à jour quelques incroyables des lettres françaises, poète précieux, être de chair et de science, Louys nous revient avec 3 parutions importantes, une biographie parue chez Fayard, sa correspondance fleuve avec son frère Georges et le dossier de sa liaison avec Marie de Régnier, due tous 3 à l'érudit Jean-Paul Goujon. Alors bienvenue dans ce mauvais genre voué selon la devise louisienne au génie et aux femmes. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue donc dans l'univers de Pierre Louys et pour l'évoquer à mauvais genre ce soir avec moi Jean-Yves Bochet. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir. Alors vous êtes libraire, je le répète, à l'enseigne de l'Iris Noir à Paris. Alors sur vos catalogues, est-ce qu'on va passer du Louys parce qu'il a tellement noté, colligé, annoté, fait tellement de manuscrits de lettres qu'on a quand même bien trouvé du Pierre Louys sur votre catalogue. Oui, effectivement, les lettres de Pierre Louys, il y en a tellement, il y en a énormément, il y en a eu beaucoup sur le marché, notamment assez récemment. Au moment de la vente de la collection du colonel Sickles, ce qui fait qu'il y en a énormément sur le marché. J'en ai eu effectivement comme tout le monde. Et alors, est-ce que ça varie beaucoup? Ça va de la petite notule, du petit coin de papier avec quelques mots, jusqu'à la lettre programme de plusieurs pages? J'ai pas eu la chance de posséder de grandes lettres. J'ai eu des lettres d'une ou deux pages, quoi, la plupart du temps où il parlait de soirées, soit des soirées musicales. J'ai pas eu de lettres entre guillemets érotiques, d'histoires avec des femmes. Non, j'ai pas eu ça. Avec moi également Emmanuel Pirat. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Emmanuel Pirat, retour du prétoire. Vous êtes illustré cette semaine dans le procès Houellebecq. Nous verrons dans les jugements si je me suis tant illustré que voilà, ça. si l'illustration a été à la hauteur de vos espérances. En tout cas, vous êtes directeur de collection érotique. Pour vous, Louys, c'est un personnage central dans votre érotisme personnel et dans votre... C'est un personnage central dans tout amateur de littérature érotique et pour tout collectionneur de curiosas. Je crois que Jean-Paul Goujon le dit plusieurs fois, c'est, hormis Sade, dont il fait une exception, c'est peut-être le plus grand auteur érotique français. Et dans la collection Pirat, on parlait de la collection Cyclos, qu'est-ce qu'il y a de Pierre Louys? Quelques petites choses? Pas dans ma collection personnelle, dans ma bibliothèque personnelle, quelques petits inédits, quelques poèmes autographes qui sont révélateurs des obsessions de Louys, qui touchent aux lesbiennes, qui touchent aux fillettes, qui touchent à la scatologie ou à la sodomie, c'est-à-dire aux obsessions récurrentes de Pierre Louys dans son œuvre érotique. Présent également Jean-Pierre Bouixou. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Alors rappelons vos faits d'armes passés. Vous avez été directeur de la revue Fascination. Rédacteur en chef. Rédacteur en chef, une revue qui faisait un peu l'histoire, de manière un peu louisienne d'ailleurs, de l'érotisme. Vous alliez voir chez les oubliés, les inconnus, les personnages. Et oui, je suis très fier d'avoir publié dans le numéro 1 de cette magnifique revue en 1960. On attend la réédition, bien sûr. En volume. Beaucoup d'espoir. En 1978, les premières photos érotiques de Louys livrées au public, puis quelques numéros plus tard, dans le numéro 20, un texte érotique inédit de Louys. Les feuilles d'observation, où il mettait en fiche les mœurs des dames de 7 à 77 ans. Et pour vous, Louise, dans votre panthéon personnel? C'était très évidemment un des grands auteurs érotiques de la littérature française et de la littérature tout court. Très bien, c'est donc cet auteur que nous allons justement interroger ce soir. Et puis tout d'abord, commençons par un texte où il évoque ce qu'ont été les 100 curiosités de sa vie. J'ai eu dans ma vie 100 curiosités, écrivait-il au même Valéry. J'ai voulu avoir des clartés de tout. J'ai fait de la chimie, de la pointe sèche, des vers, de l'équitation, du pastel, du roman, du fleuret, de la peinture à l'huile, des traductions grecques, du violon, de l'alto, du saxophone, de la clarinette basse, du piano, de l'harmonium, de l'orgue, de la bicyclette, de l'entomologie, du conte en prose, du tennis, de l'harmonie, de l'érotologie, de la grammaire comparée, du vernis mou, de la bibliophilie, de la botanique, des castagnettes, un peu de paléographie, de l'aquarelle, du sanskrit, de la sculpture, du footing, de l'archéologie, des châteaux de cartes, du crayon noir, du latin, du cerf-volant, des ballades, de l'anatomie, de la photographie, de l'allemand, du bilboquet, de la poétique, de l'histoire littéraire,
de l'anthropologie. Voilà quelques-unes des 100 curiosités que Pierre Louys se reconnaissait. C'est vrai, Jean-Pierre Bouixou, quand on lit la biographie donc de Pierre Louys telle que l'a constituée Jean-Paul Goujon dans cet gros livre de 800 pages qui paraît chez Fayard, je signale également donc il y a les 1000 lettres inédites de Pierre Louys à son frère également chez Fayard, et puis le dossier de ses amours avec Marie de Régnier chez Bourgois. Quand on regarde la biographie de Jean-Paul Goujon, on se perd un peu dans toutes les postulations, les désirs, les foucades, les engouements de Pierre Louys. Il s'intéressait à peu près à tout. Oui, Goujon aurait pu intituler sa biographie comme Noël Arnaud avait intitulé celle de Bourguignon, les vies parallèles de Pierre Louys. C'est vrai que ce monsieur était à la fois un immense poète, disons néo-classique et post-romantique à la fois, avec un pied dans le symbolisme. Ce fut un grand romancier, un très grand styliste. Ce fut un auteur érotique extrêmement abondant, mais il s'est également intéressé de très près à la photographie qu'il a pratiquée avec beaucoup de constance toute sa vie durant, la photographie érotique plus particulièrement. Il s'est intéressé beaucoup à la musique, il a même composé des morceaux de musique qu'on aimerait bien entendre d'ailleurs. Il a dessiné, il y a des dessins, des peintures de lui qui ont été publiées, qui ont illustré des livres, et pas seulement des livres de lui. C'est d'ailleurs une des activités dont il y en a eu tellement que Goujon n'aborde pas et signale à peine. Et puis c'est un monsieur qui a eu aussi une vie privée extrêmement riche, extrêmement agitée, qui a connu des tas de gens, qui a eu des tas de maîtresses, qui allaient surtout beaucoup voir les prostituées par ailleurs. Et puis c'était un immense érudit qui a consacré des années entières à potasser de vieux textes. Il avait une culture absolument immense. Et c'est comme ça un être de contradiction. C'est-à-dire à la fois un jouisseur, un libertin, et un érudit austère. Bref, effectivement, Emmanuel Piras, c'est un être profondément érotique au sens universel du mot, c'est-à-dire qu'il avait des appétits, des appétences pour tout, de la culture du verre à soie jusqu'au postérieur des Vénus antiques. Il y avait une espèce d'appétence permanente chez lui qui fait que, comme dans ce texte qu'on vient d'entendre lu par Christophe Beer, on pouvait trouver Louys s'intéressant aussi bien à un inédit qu'à une manière un traité de jouer, de se battre au fleuret, à jouer de l'harmonium. C'était un très grand bibliophile. On connaît une partie de son catalogue ou de sa bibliothèque. On en a plusieurs indices. D'abord parce que cette bibliothèque a été vendue par sa veuve et puis par sa famille, et donc qu'elle a été dispersée entièrement, mais donc elle est sortie sur le marché. Et puis surtout, Louys avait la manie du catalogage et de la fiche. Mais ça, on va en parler. C'était un très grand bibliophile, mais surtout c'était un bibliophile un peu flic, entre guillemets, qui traquait jusqu'au bout l'identité de chaque auteur, de chaque texte, de chaque édition, et qui a fait des fiches absolument extraordinaires. On parlera aussi sans doute des fiches qu'il a faites sur les filles et sur les femmes. On en entendra même. qu'il a eu, mais il a mis en fiche sa propre bibliothèque, il a mis en fiche les bibliothèques des autres en quelque sorte, ou ce qu'il devinait ou ce qu'il découvrait sur des auteurs et des textes. Il s'est un peu mis en fiche aussi lui-même. Oui, voilà, c'est ça. Et Jean-Yves Baucher. C'est une tradition quand même au XIXe siècle, ce genre de choses, de mettre en fiche l'érudition, ces auteurs comme ça. Parce que quand on pense à Naudier ou cette personne qu'on a appelée le bibliophile Lacroix ou des gens comme ça, il y en a quand même des quantités d'autres qui avaient cette énorme érudition, cette passion pour le. Il est par ailleurs un des papas de la sexologie. C'est aussi un contemporain des Kraft-Ebing et autres Avlokelis. Justement, parce que quand on voit ce qu'il cite, l'érotologie, la grammaire comparée, les castagnettes, les châteaux de cartes, le bilboquet, la poétique, l'histoire littéraire, il y avait vraiment un goût pour toute forme d'activité, toute forme de distraction. C'est le dilettantisme total. C'est le dilettantisme total. Il a à peu près tout abordé, aussi bien dans sa vie pratiquement que dans ses textes. Et dans son œuvre érotique cachée, enfin aujourd'hui plus tellement cachée. Mais de moins en moins cachée. Il y a encore des inédits. Il faut quand même rappeler qu'il est mort en 1925. Il est né en 1970. Alors qu'à 55 ans, alors qu'aucun de ses textes véritablement érotiques n'avait été publié, que ce soit officiellement bien évidemment, mais non plus sous le manteau, il n'y avait absolument rien de sorti. À partir de 1926 sont apparus des textes prodigieux et puis il en reste des tonnes et des tonnes. Jean-Paul Goujon dit dans sa biographie, rappelle, ou dans un autre texte, une préface, je ne sais plus, il rappelle qu'on a quand même sorti 400 kilos de manuscrits érotiques de la bibliothèque de Pierre Louys à son décès.
Et on trouve à peu près tout ce qui peut se faire comme fantasme, hormis un point particulier dont on parlera sans doute, qui est l'homosexualité masculine, qu'il n'aborde de façon que très périphérique dans un texte de jeunesse. Oui. Alors, pour que ce dilettantisme, cette appétence érotique vers tous les domaines de la connaissance, de l'expérience et du savoir soit possible, il a bien fallu que quelqu'un soit présent. C'est son frère. Son père, point d'interrogation, c'est le doute que fait planer Jean-Paul Goujon sur le destin de Pierre-Louis. Emmanuel Pierron, on peut évoquer, d'abord, il faut quand même rendre justice à Georges Louis, qui a fait une carrière de grand commis de l'État et de grand diplomate, dans la carrière qui a été tragiquement fauchée un peu par Poincaré au moment de la Première Guerre mondiale. Et d'une certaine façon, qu'il ait été le frère ou qu'il ait été le père de Pierre-Louis, Georges Louis a vraiment rendu possible la vie de plaisir, de connaissance, d'érudition, d'écriture, de création de Pierre-Louis, qui s'appelait Pierre-Louis. Sans Georges, pas de Pierre. Sans Georges, pas de Pierre. On en a la preuve aussi bien avec la publication donc de ces 1000 lettres, mais également dans le dossier Marie de Régnier, où on trouve également des lettres qui évoquent Marie de Régnier échangées entre les deux frères. Les deux frères ou le père et le fils, allez savoir. Ce qui est certain, c'est que Georges Louis était dans une position un peu particulière. C'est un diplomate, mais pas n'importe quel diplomate, c'est un des plus hauts responsable du Quai d'Orsay. Il est en poste aussi bien à Paris et ensuite il est envoyé en ambassade. C'est l'ambassadeur de France en Russie à un moment. C'était la grande ambassade. Ce qu'on peut considérer aujourd'hui, ça serait ambassadeur de France à Washington à peu près. Et on trouve donc dans la correspondance entre les deux frères, on a la révélation qu'ils abordent à peu près tous les sujets. Et ils abordent aussi bien les passions de Pierre-Louis, aussi bien la littérature de Pierre-Louis, les livres, mais également les questions d'affaires étrangères, de diplomatie. Ils se mettent à disserter sur les grands phénomènes de l'époque ou les grandes affaires, Agadir, etc. Et puis ça passe donc d'une lettre littéraire à une lettre un peu amoureuse, à une lettre diplomatique. Qui est souvent codée. Qui est souvent codé, oui, puisque bien évidemment en raison des fonctions de l'intéressé, du correspondant. Jean-Yves Baucher. Il aborde effectivement tous les sujets avec son frère Georges, mais de façon quand même extrêmement prude. Il n'aborde jamais, il aborde les problèmes amoureux, jamais les problèmes purement sexuels. Voilà. Ah oui, justement, Jean-Pierre Bouixou, qui avait dévoré récemment cette correspondance, qu'est-ce qui vous a frappé quand on a lu le maximum de textes érotiques, de curiosa de Pierre-Louis, et qu'on tombe sur ce pavé de presque 1000 pages qui est la correspondance des deux frères, qui va de 1890, Louis a 20 ans, à 1917, il mourra quelques années plus tard, 1925. Qu'est-ce qui frappe dans de quoi ne parle-t-il pas? Il parle de quoi parle-t-il? Il parle à peu près de tout, effectivement, avec son frère. Ce qui est le plus frappant, c'est le ton, effectivement, beaucoup plus filial que fraternel. La mesure, effectivement, un petit peu pudibonde de la réserve des lettres en question. Et puis cette quasi-logorée, c'est monstrueux la quantité de feuillets qu'il envoyait à son frangin. Il lui écrivait sans arrêt, il lui écrivait au moins une fois par semaine et quelquefois plusieurs fois par jour, des lettres quelquefois extrêmement longues sur les sujets les plus divers. Et les rapports entre ces deux individus étaient d'une telle intensité que c'est assez sidérant. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette intensité? Parce que justement, ça accréditerait la thèse du père. Oui, mais apparemment, soit Louis lui-même l'ignorait ou préférait l'ignorer ou le taisait pudiquement, je ne sais pas. Mais enfin, cet aspect-là, cette hypothèse n'est absolument pas vérifiable dans la correspondance. Lettres, ouais. Ce qui est fou, c'est que c'est à la fois presque ridicule, ça dégouline de bons sentiments. C'est le culte de la famille dans toute son horreur. Et puis c'est complètement bouleversant parce que c'est l'amour fou. C'est presque c'est une histoire d'amour entre ces deux hommes. Jean-Yves Baucher, je serais peut-être un petit peu plus. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, je trouve. Vous mitigez le point de vue de Jean-Pierre. Il y avait Pierre-Louis avait un autre frère qui est mort très jeune, Paul,
avec qui là il avait réellement, on sent il le dit lui-même dans ses lettres et tout ça, une histoire d'amour fou, vraiment, passion. On a plus l'impression avec son frère Georges qu'il a plus de l'admiration et un besoin de conseil ou quoi, mais je dirais pas d'amour, d'une espèce de sorte d'immense amitié avec en même temps beaucoup de respect. D'amour filial, voilà. Beaucoup de respect. C'est un amour filial, mais il y a beaucoup de tendresse qui y passe. Ah, tendresse, effectivement. Quant à l'histoire de savoir son père, son frère, ce qu'on a comme preuves qui ne sont pas des preuves, c'est simplement le fait qu'à un moment donné, effectivement, dans une lettre, il parle de lui en tant que père, mon meilleur père. Et puis, on a retrouvé les aventures du roi Pozole, qui est un des romans de Louis. On a retrouvé l'exemplaire numéro 1 sur Japon, qui a été adressé à son frère avec cette dédicace à Georges, son fils aîné, Pierre. Voilà. Jean-Pierre Bouixou, donc on évoquait là la figure paternelle et fraternelle de Georges Louis, mais bon, il y a la figure tutélaire, figure de parrain intellectuel et spirituel, mais ça pour toute la génération qui va être Stéphane Mallarmé. On se demandait un petit peu quel type de rapport pouvait unir Pierre Louis et Stéphane Mallarmé. C'était pas un assidu de la rue de Rome, enfin il a quand même très bien connu Mallarmé, mais par contre il y a d'autres figures littéraires dont il a été le plus proche, très très proche, c'est André Gide. Alors André Gide, le face-à-face, ils sont connus à l'école alsacienne alors qu'ils étaient jeunes, et puis ils ont débuté ensemble, et leur parution, l'un dédiant ses textes à l'autre. Enfin, il y avait vraiment une espèce de côtoiement. Mais le tempérament de Gide s'est rapidement heurté à la personnalité de Louis, de même que Valéry. Il avait là des espèces d'amitiés qui étaient des amitiés sur le plan peut-être du goût esthétique, du dialogue intellectuel. Mais ce qui faisait, je dirais, la pulsation et la pulsion même de Louis, qui était quand même sa vie érotique, cette espèce d'obsession charnelle, a peu trouvé quand même à s'exprimer chez ces deux amis-là, qui étaient quand même parmi les plus connus, Gide et Valéry. Gide a eu une vie privée assez dense, très différente de celle de Louis, mais ce n'était pas un chaste, le bougre. Non, certes. Oui. On en a la preuve avec la publication dans quelques jours, le 25 septembre chez Gallimard, du Ramier. Le Ramier, c'est un petit texte inédit d'André Gide qui raconte on va dire une histoire de galipette avec un jeune homme qu'André Gide croit avoir 15 ans et qui en a en réalité 17 lorsqu'il faisait des sortes de battues dans la campagne française. Et ça sort dans quelques jours, c'est un inédit et c'est assez sympathique entre guillemets, ou en tout cas assez étonnant. Il paraît que lorsqu'André Gide, en voyage au Maghreb, faisait l'amour avec un jeune garçon, il ne manquait pas de lui dire « Surtout raconte partout que tu as fait l'amour avec un grand écrivain français. Je m'appelle François Mauriac. » Mais on observe quand même que les confidences érotiques entre Louis et Gide n'étaient pas extrêmement fortes. Enfin, chacun avait sa vie, mais on ne sait pas. On va bientôt le savoir. Se faisait sur un autre point. On attend la correspondance doit être publiée. Oui, celle avec Valéry également. Voilà. En même temps, Pierre-Louis et Gide se connaissent et se fréquentent réellement pendant une petite dizaine d'années. Voilà, c'est ça. Et ça n'est pas l'époque où Gide a énormément de frasques. Je dirais hors mariage, puisqu'il s'est marié. Donc c'est plutôt plus tard, donc le Maghreb et tout ça. Donc effectivement, ça explique aussi pourquoi il n'y a pas tellement de confidences érotiques. Donc là, il y a plus politiquement, tous les opposés aussi. Oui, c'est quand même très important. Et puis Gide ne supportait pas le côté totalement facétieux de Louis, qui n'arrêtait pas de se moquer de lui, de le provoquer, de provoquer un petit peu la jalousie entre Valéry et Gide autour de Pierre-Louis. Enfin, Pierre-Louis s'est beaucoup amusé, ce qui n'a pas du tout fait rire André Gide. C'est vrai que c'est une face importante du personnage Louis. C'était un humoriste. Oui, et Jean-Paul Goujon prend un malin plaisir à citer tous les courriers facétieux que Louis envoyait à Gide, des choses sur la Saint-Barthélemy notamment, ou des courriers obscènes, tout à fait étonnants. Alors, autre personnalité masculine dans l'univers de Louis, on peut citer Jean de Tinan et Claude Debussy. Là encore, on a l'exemple un petit peu de la difficulté, enfin des souffrances dans l'amitié qu'a connue Louis dans sa vie, puisque Tinan, effectivement, qui est un personnage homme de lettres, donc qui a eu une vie un personnage délicat, qui a eu une vie extrêmement douloureuse. De même Gilbert de Voisin, avec qui Louis a été opposé autour de la personnalité féminine de Marie de Régnier. Claude Debussy, avec qui Louis s'est fâché au moment où Debussy a quitté sa femme. Donc là, Manuel Pierrat, on voit bien que Louis était un personnage assez sourcilleux sur le plan de l'amitié. Il offrait tout grand son amitié, mais il avait quand même des exigences et une espèce de rectitude. Il avait une rectitude et des exigences, mais c'est aussi compliqué pour ses amis ou ceux qui veulent l'être, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Pierre-Louis, c'est un auteur qui connaît un succès absolument immense très tôt. Aphrodite, c'est à 23 ans, et c'est
un best-seller absolument prodigieux. Ça serait aujourd'hui une tête de gondole en hyper, comme on dit. Et donc ça ne peut pas se faire sans provoquer des jalousies, des discussions, une concurrence avec des écrivains qu'il fréquente, que ce soit de la génération précédente, parce que il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de pères spirituels. On parlera d'Hérédia. On a parlé de Mallarmé, et puis il y a une concurrence aussi frontale avec la génération qui est la sienne, avec André Gide, rencontré au lycée en classe de philosophie. Alors il y a une amitié qui est moins connue, puisque effectivement son auteur a sombré, pas dans l'oubli, mais quand même la plus guère de lecteur, c'est Claude Farrère. Alors c'est étonnant parce que Louis fait beaucoup pour le succès de Claude Farrère, notamment Les Civilisés, le prix Goncourt. Mais en même temps, il y a à la fois une espèce de compagnonnage littéraire et intellectuel, mais en même temps, Jean-Pierre Bouixou, avec Claude Farrère, il y a un échange sur le plan de l'expérience érotique et et il s'envoie des lettres. Il y a véritablement une espèce d'amitié érotique, une amitié concernant la chose érotique et la chose pornographique qui est extrêmement forte. Et là, Jean-Paul Goujon cite des lettres à n'en plus finir, où Farrère vient alimenter un petit peu la correspondance de Louis en lettres témoignages sur ses différentes expériences d'officier de marine, quatre coins du monde. Que Farrère était ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui un homme à femme. Oui. Et il racontait volontiers ses frasques à Louis par écrit, et Louis lui répondait en lui racontant ses propres frasques. Le plus simplement du monde. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y avait entre eux une grande impudeur très très typiquement masculine, très très bon copain en goguette. Jean-Luc Bochet. Oui, enfin c'est pas le premier. Avec Jean de Tinan, il y a eu ce même genre de correspondance. Quand on lit les lettres, on n'a malheureusement pas les lettres de Tinan à Louis, mais quand on lit les lettres de Louis à Tinan, il y a aussi cette sorte de camaraderie érotique où chacun, ou en tout cas Pierre-Louis raconte à Tinan. L'amitié a tourné court assez rapidement quand même. Lorsque Tinan meurt, Louis a un mot terrible. Oui, on dit que c'est à cause du fait qu'il a eu une aventure avec Marie de Régnier, une liaison d'un mois avec Marie de Régnier. Qui était le grand amour de Louis. Mais la tournée court, c'est-à-dire que effectivement, il a eu un mot terrible à sa mort, en disant que Tinan avait encore l'illusion d'avoir un ami alors qu'il ne l'avait plus, ce qui est effectivement plus que terrible. Surtout il est évident qu'ils allaient droit vers la brouille si Tinan n'était pas mort, alors que l'amitié avec Farrère, qui est née plus tard, a duré jusqu'à la fin. Oui, en même temps. Et ne s'achève qu'à la mort de Louis, de façon à la fois tragique et burlesque, et terrible là aussi. Manuel Pirat. Oui, la correspondance avec Claude Farrère, elle est érotique. Elle pourrait être considérée comme un livre érotique, elle pourrait être publiée en tant que telle, mais elle est une des manifestations du côté protéiforme de Louis dans son érotisme. Il faut rappeler, c'est un graphomane. Il écrit quasiment toute la journée, ou en tout cas, il écrit des tonnes et des tonnes. La nuit, surtout. La nuit, noircit des tonnes et des tonnes de papier. La nuit, mais il n'aura jamais l'électricité. Donc, il meurt en 1925 en étant un des derniers, pratiquement, en tout cas dans sa catégorie socio-professionnelle, à refuser l'électricité, tout en ayant avoir le téléphone. Voilà, tout en étant très moderne. Mais il est protéiforme, et peut-être que cette correspondance n'est qu'une des manifestations nombreuses de son érotisme. Il a fait des romans, il a fait des théâtres, il a fait du théâtre, il a fait des contes, il a fait des vers, il a fait des parodies, il a fait des dialogues sur l'érotisme. Alors pourquoi pas des lettres à ses amis pour mettre ça également en scène comme exutoire. Justement, c'est cet univers érotique que je vous propose de découvrir maintenant. On écoute un extrait de La Femme et le Pantin, un livre publié par Pierre-Louis. Un extrait donc qui nous est lu par Christophe Beer, et puis c'est la découverte justement de l'atelier des cigarières de Séville. Le spectacle était mélangé. C'était la femme à tous les âges, enfant et vieille, jeune ou moins jeune, obèse, grasse, maigre ou décharnée. Quelques-unes étaient enceintes, d'autres allaitaient leurs petits, d'autres n'étaient même pas nubiles. Il y avait de tout dans cette foule nue, excepté des vierges probablement. Il y avait même de jolies filles. Le contraste est singulier, de la pauvreté de leur linge et du soin extrême qu'elles apportent à leur tête chargée de cheveux. Elles sont coiffées au petit fer comme à l'heure d'entrer au bal, et poudrées jusqu'au bout des seins, même par-dessus leurs saintes médailles.
Pas une qui n'ait dans son chignon 40 épingles et une fleur rouge. Pas une qui n'ait au fond de son mouchoir la petite glace et la houppette blanche. On les prendrait pour des actrices en costume de mendiantes. Je les considérais une à une, et il me parut que même les plus tranquilles montraient quelque vanité à se laisser examiner. J'en vis de jeunes qui se mettaient à l'aise, comme par hasard, au moment où j'approchais d'elles. À celles qui avaient des enfants, je donnais quelques pérasses. À d'autres, des bouquets d'œillets dont j'avais empli mes poches et qu'elles suspendaient immédiatement sur leur poitrine à la chaînette de leur croix. Il y avait, n'en doutez pas, de bien pauvres anatomies dans ce troupeau hétéroclite, mais tout était intéressante, et je m'arrêtais plus d'une fois devant un admirable corps féminin, comme vraiment il n'y en a pas ailleurs qu'en Espagne, un torse chaud, plein de chair, velouté comme un fruit, et très suffisamment vêtu par la peau brillante, d'une couleur uniforme et foncée, où se détache avec vigueur l'astracan bouclé des sous-bras et les couronnes noires des seins. J'en vis 15 qui étaient belles. C'est beaucoup sur 5000 femmes. Voilà, Emmanuel Pierrat, on a commencé avec un texte très sortable de Pierre Louis. On appellera ça du soft, en quelque sorte, par rapport au reste de l'œuvre de Pierre Louis. Jean-Yves Baucher. C'est quand même très intéressant d'entendre cet extrait, parce qu'on se rend compte que ce livre est sorti en 1898, peu de temps après Aphrodite et Bilitis, et on se rend compte que là, Pierre Louis s'est totalement débarrassé de toutes les affaîtries de l'époque, soit décadent, symboliste ou parnassien, pour une langue et un style extrêmement concis, moderne et qui vraiment annonce totalement le XXe siècle. Quoi. Je veux dire, il est plus du tout encombré par toutes ces coquetteries fin 19e. C'est une langue qui va des dégraissés, oui. Qui va séduire une génération qui va venir juste après lui, et qui va même chevaucher un petit peu sa propre vie, sa propre carrière. C'est les surréalistes qui ont été complètement fascinés par Louis. On a un exemplaire d'un livre d'André Breton dédicacé avec beaucoup d'admiration à Pierre Louis, qui ne l'a très certainement pas ouvert, parce qu'à la fin de sa vie, il ne s'intéressait pas qu'il meurt au moment où le mouvement surréaliste oui, décolle. Oui. 1925. Alors Emmanuel Pierrat, un peu, si on essaie il adorait les fiches, les pointages, les répertoires. Si on essaie un peu de faire la liste des grandes obsessions érotiques de Pierre Louis, qu'est-ce qu'on peut trouver? Les obsessions érotiques, elles se retrouvent autour de deux, trois thèmes, on va dire. Les lesbiennes. D'abord, ça c'est récurrent et permanent d'un bout à l'autre. Son œuvre érotique, il commence à l'écrire, en tout cas on en a la trace il a à peu près 20 ans, et puis Jean-Paul Goujon dit que globalement on a la preuve ou la certitude qu'il en écrit jusqu'à l'âge de 44 ans, c'est-à-dire 10 ou 11 années avant son décès. Ce qui d'ailleurs va contredire les thèses qui ont circulé sur le fait que ces écrits érotiques auraient été des gâteries de vieillards qui auraient commencé grabataires à s'épancher sur ses mœurs. C'est son érotisme, il le met en fiche. Vous parlez des lesbiennes là, on va citer des grandes figures. Alors, du milieu. Il fréquente beaucoup de grandes lesbiennes au sens littéraire. Il fréquente Barnet, il fréquente toutes les grandes amazones de l'époque. Il est ami avec elles, il est fasciné par elles. Il est fasciné par les lesbiennes, mais il est fasciné par d'autres sujets aussi. Il est fasciné par les fillettes. Sans qu'on ait de preuves ou quoi que ce soit d'expérience personnelle, mais en tout cas c'est un thème qui revient en permanence. Il aime beaucoup mettre des mots extrêmement bruts et crus dans la bouche des fillettes, c'est une grande partie de son œuvre érotique. Et puis il est fasciné aussi par la sodomie et par la scatologie, qu'on retrouvera là. Et par l'inceste. Par l'inceste également. Il est fasciné par beaucoup de choses, mais si on fait comme ça un choix, on a les lesbiennes, les fillettes, et puis le côté scatosodo, on va dire. Alors pour les fillettes, il va d'ailleurs être à l'origine d'un manuel. Alors d'un manuel de civilité qui est à l'usage des jeunes filles, qui est une parodie, parce que on a dit tout à l'heure humour, et puis c'est beaucoup de parodies, Pierre Louis. C'est une parodie de Jules Verne avec L'île aux gousses, ce sont des parodies de Hugo, de Lamartine, de Vigny, de Musset. De la comtesse de Ségur. Et c'est une parodie pour le manuel de civilité de Madame de Maintenon, qui avait fait des consignes et instructions pour l'éducation des jeunes filles. Alors il fait son propre manuel d'instruction ou d'éducation, en quelque sorte, de civilité à l'usage des jeunes filles. Ah voilà un premier précepte qui aurait bien surpris Madame de Maintenon. Si une dame modeste vous dit « Mon fils travaille moins bien que votre frère », ne répondez pas «
Oui, mais son foutre est meilleur. Les éloges de ce genre-là ne font aucun plaisir à une mère chrétienne. Voilà, premier précepte, il y en aura d'autres tout au long de cette émission. Alors, continuons un petit peu les grandes... On a cité donc la sodomie, la scatologie, les fillettes. Oui, la sodomie, la scatologie qu'il va aborder dans à peu près toutes les formes littéraires érotiques qu'il mettra en œuvre, et puis qu'il va aussi cataloguer, parce qu'il y a un texte, un catalogue des maîtresses en quelque sorte de Pierre Louis, qui s'appelle tout simplement Enculé, EES, et qui est consacré uniquement aux femmes qu'il a sodomisées. Alors on trouve après, il met en fiche chaque obsession de façon particulière et dans des catalogues spécifiques. On connaît aussi un catalogue célèbre qui s'appelle le catalogue chronologique et descriptif des femmes avec qui j'ai couché. Voilà. Là, il n'a pas fait de sous-division à ce moment-là parce que c'est un catalogue qui est fait dans sa prime jeunesse. Donc il n'a pas encore suffisamment de maîtresses, il en a déjà des tonnes, mais pas suffisamment de maîtresses pour commencer à les ranger les unes et les autres dans des tiroirs particuliers. Alors on peut évoquer Jean-Pierre Bouixou. Il allait jusqu'à faire des prélèvements, si j'ose dire, puisqu'on connaît une fiche où il avait collé un poil avec un morceau de sparadrap, et il est écrit, je cite de mémoire, poil d'une longueur inhabituelle. La taille du poil est évidemment mentionné. Prélevé avec la date, sur le sein droit de Polaire, qui a été une de ses maîtresses. Et il a très bien connu également Willy, qui était l'amant de Polaire, et Colette, qui était la femme de Willy et la maîtresse de Polaire. Mais n'allons pas si vite, on peut évoquer les débuts de la carrière érotique de Pierre Louis. Jean-Pierre Bouixou qui s'est fait, évidemment, comme pour beaucoup, au quartier latin, avec des femmes qui étaient les femmes de brasserie, les copines de brasserie, les Lucie Delormel et les autres Madeleine Brocan. Oui, bien sûr, il appartenait à cette faune de nos sœurs qui hantaient le quartier latin et les grands boulevards. Et il a commencé, c'était un petit peu dans un esprit chalmoiresque, ses premiers textes érotiques, ça relevait beaucoup de la parodie, de la farce, c'était plus paillard qu'érotique, en fait. Alors on évoquait là cette espèce d'obsession qu'avait Louis de la mise en fiche, c'est vraiment son côté chartiste. On était au quartier latin, un côté quasiment chartiste. Je vous propose d'écouter un extrait donc de ce catalogue des femmes avec qui j'ai couché. Jeanne Vincent, née le 14 avril 1871. Mâchoire carrée, nez large et retroussé, fossette, frison châtain, hanche étroite. Premièrement, vue au commencement de 90 rue des Lombards. Elle habitait alors avec un amant à Charonne, rue Neuve des Boulets, numéro 7, où je suis allé la voir un jour. J'ai baisé une douzaine de fois avec elle en 90. Deuxièmement, baisé une fois par hasard au commencement de 91. Ernestine Goussard, dite Marcel, née le 22 septembre 1869. Brune, rieuse, vive, très joli visage, yeux admirables, sein très pendant, très jolie vulve. À la botte de paille, vue le 29 décembre 1890, très jouisseuse, j'avais rarement fait jouir une femme. Revue environ 5 fois, lâchée sans raison, perdue de vue, cherchée partout. On peut s'intéresser, Jean-Pierre Bouixou, à cette phrase, entre parenthèses, « J'avais rarement fait jouir une femme ». Eh oui, car ce grand amoureux n'était, on ne sait pas, c'était pas forcément un très grand amant, encore qu'aucune de ses maîtresses ne semble s'être plainte de lui. Louis, ça a été, là encore, c'est un personnage plein de paradoxes. C'est vrai que c'est un grand amoureux, c'est un monsieur capable de faire des déclarations aux dames, des déclarations d'amour d'une beauté extraordinaire, d'une grande délicatesse, d'une grande élégance, et en même temps, il a une façon de parler des femmes avec qui il a couché, qui est parfaitement odieuse et méprisante. C'est un vrai salopio. Il y a un côté hussard aux étreintes furtives. Oui, mais alors justement, Emmanuel Pierrat, tous les hussards ne font pas de fichiers.
le côté l'amour au débeauté. Bon, c'est effectivement une manière de vivre la chose. Mais selon vous, qu'est-ce qui poussait Louis à vouloir tout conserver justement sous cette apparence de fiche, de notation, de cet herbier érotique véritablement, qui allait même jusqu'à la conservation des poils. Il y allait avoir des fragments, on avait des poils. Pourquoi, selon vous, avait-il cette espèce de pulsion érudite de tout garder? On va dire que c'est le bibliophile qui a dégénéré. Alors justement, voilà la question que je vous pose. Est-ce que c'est l'érotomane qui a généré le bibliophile, ou est-ce que c'est le bibliophile et l'érudit qui s'est épanché, disons, dans l'univers et sur le territoire de l'érotomane? C'est le bibliophile, d'après moi, et l'érudit qui applique ses méthodes et sa manie à son érotisme. Et qui, donc, non seulement met en fiche les femmes qu'il a connues, mais ensuite écrit des manuels sur comment faire. Il a écrit un manuel de Gomorre qui est consacré encore une fois donc à la sodomie. Il se met véritablement à analyser scientifiquement, pratiquement, méticuleusement. On a entendu à l'instant pratiquement tous les détails, les dates de naissance, l'adresse. Il nous manque qu'il dit une douzaine de fois en 1890, il manque les dates précises. Et là, c'est assez étonnant. C'est une lacune pratiquement. Mais est-ce qu'il avait de nouveau recours à ces fiches ? Est-ce qu'il les regardait, est-ce qu'il les compulsait? Parce que justement, soit c'est une manière d'une certaine façon de figer un peu le temps, de faire que l'instant soit gardé sous forme de détails, sous forme de mesures. Jean-Pierre Bouixet, est-ce qu'on sait si justement Louis, qui vivait la nuit au milieu de ses bougies sans électricité, eh bien occupait son temps à compulser ses souvenirs et à revivre peut-être par la pensée les émois qui colligeaient de manière aussi précise? Apparemment oui, parce qu'il y a des textes de lui qui sont annotés plusieurs années après, et notamment son journal intime qu'il a tenu pendant l'adolescence et qu'il a repris largement quadragénaire pour l'annoter. Et puis il s'est servi aussi quand même beaucoup de ses annotations sur des femmes pour ensuite en créer les personnages dans certains de ses romans. Il a utilisé comme ça son journal intime et donc ses notations. Alors justement, Emmanuel Pierret, est-ce qu'il y a le passage du chartiste bibliophile vers l'érotomane et l'érotomane vers le romancier, les deux irriguant un petit peu l'inspiration du troisième? Tout est parallèle et tout est mêlé. Tout se correspond chez Louis. Dans l'œuvre officielle, on trouve des correspondances entre guillemets avec toute l'œuvre érotique cachée. Parce qu'on parlait tout à l'heure de carrière érotique, cette carrière érotique, elle est relativement clandestine. Elle ne voit absolument pas le jour publiquement, il n'y a absolument rien de publié. On arrive aujourd'hui au bout pratiquement du deuxième dossier Pierre-Louis, c'est-à-dire de sa biographie cachée, et peut-être qu'avec Marie de Régnier et la correspondance qui sort aujourd'hui, on arrive à une sorte de troisième dossier. Donc il y a des correspondances. On trouve les aventures du roi Pozole d'un côté dans la bibliographie officielle, et puis de l'autre côté il y a l'histoire du roi Gonzalve et de ses 12 princesses. On trouvera La femme et le pantin, et on trouvera d'autres textes qui remettent en scène de façon crue, etc. Et puis ces souvenirs, ou le fait de ressasser et de revenir sur ces aventures féminines, c'est peut-être la photographie qui le révèle, parce que il met en fiche les photographies, il collectionne les photographies des autres et il met en fiche les photographies de ses maîtresses, et notamment les photographies du sexe féminin. Il écrit un album, ou il rédige un album qui s'appelle Notes sur la volupté, dans lequel on ne voit que des photographies de sexe féminin et sur lesquelles il ressasse à coups de petites annotations ce qu'il a pensé, ce qui lui revient en mémoire et ce qui lui a plu. Mais c'est un mode de masturbation comme un autre. Il faut pas oublier aussi que Louis, dans la carrière d'écrivain à succès, est extrêmement brève. Oui, parce qu'il a fait combien de best-sellers? C'est Aphrodite, Bilitis, La femme et le pantin, Pozole, Pozole. Et puis après c'est la dégringolade. Après il rentre dans une espèce de confidentialité. Et sa vie sentimentale est assez triste. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu une existence très heureuse par ailleurs. Alors justement, avant d'évoquer cette vie sentimentale, et puis peut-être de nouveau la photographie, je vous propose d'écouter encore un extrait de son agenda érotique qui nous prouve, à l'égal de ses fiches du catalogue des femmes avec qui j'ai couché, qui nous prouve que Pierre-Louis ne laissait rien passer de ses actes et de ses pratiques érotiques. Aux d'Amboise. Premièrement, retrouvé le jeudi 17 décembre 1891 après un dîner avec Oscar Wilde et Gide au Mignon. Si heureux que presque impossible baiser, Pompadour. Deuxièmement, le 22 janvier 1892, après le 12e quatuor de Beethoven, Minette, première fois gaz baissé, puis baiser en queue d'autruche, Mauresque. Troisièmement, le 6 février,
avant le 13e quatuor, Minette et Baiser en queue d'autruche, Mauresque. Quatrièmement, le 19 février, après le 14e quatuor, Coucher, Minette 3 fois et... Resté éveillé jusqu'à 6 heures, parti à 7h30, longue conversation japonaise. Cinquièmement, le 27 février, Minette et Baiser en gamin, après avoir reçu sa lettre, japonaise. Sixièmement, le 18 mars, après le 16e quatuor et la grande fugue. J'avais été l'après-midi à la Lune, Mascotte et Rosa. Tiflit, Minette et Baiser, Mauresque. Septièmement, le 25 mars, Coucher, Minette 3 fois, Sucé et 3 coups, Turc. Huitièmement, le 8 avril, après dîner bonnière chez Foyot, Minette et Baiser, Henri II. Neuvièmement, le 29 avril, Minette 3 fois et 3 coups, couchée japonaise. Dixièmement, le 5 mai, après brevet supérieur, Minette et Baiser, Pompadour. Onzièmement, le 13 mai, après Monsieur Chasse, Minette et Baiser, Pompadour. Voilà un extrait de l'agenda érotique donc de Pierre-Louis. On va demander pour le commenter à Jean-Pierre Goujon. Bonsoir Jean-Pierre Goujon. Bonsoir. Jean-Paul Goujon, pardon. Oui. Alors Jean-Paul Goujon, vous ne pouvez pas être des nôtres ce soir puisque vous êtes à Nancy où vous recevez toutes nos félicitations, le prix Goncourt de l'essai et de la biographie donc pour ce livre paru chez Fayard consacré à Pierre-Louis. Première question d'ailleurs, quels étaient les liens entre les Goncourt et Pierre-Louis? Il n'y en avait pas, c'est-à-dire que il n'a pu connaître que le second, qu'Edmond Goncourt. Je crois qu'il y a fait une visite, ou plusieurs visites, mais dans une note, il dit « Je l'ai bien connu, il m'a jamais envoyé un livre ». Donc, mais il reconnaissait l'importance des Goncourt pour la recherche historique, surtout. Justement, pour le roman. Il y avait des liens entre les deux, de dilettantes, l'érotomanie, le goût justement du passé, le goût de la résurrection du passé, le XVIIIe siècle pour les Goncourt, le XVIIe et le XVIe pour Pierre-Louis. Oui, tout à fait. Non, il considérait Edmond Goncourt comme un maître, comme un précurseur dans l'étude du XVIIIe, évidemment, hein. Mais il n'y a pas eu le contact qu'on aurait pu... Enfin, il l'a vu plusieurs fois, il est allé au grenier d'Auteuil, mais il n'y a pas eu d'atome crochu ou d'étincelle. Et je crois même qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de correspondance, ou pratiquement pas. Je vous pose la même question à vous, Jean-Paul Goujon, qu'à Manuel Pirat. Selon vous, pourquoi Louis avait cette manie de chartiste, de tout mettre en fiche, de ne rien laisser passer des détails de son existence érotique? Je crois parce que pour lui, tout passait par l'écriture. Tout passait par l'écriture, et pas seulement l'expérience amoureuse, hein. Absolument tout. Le volume de la correspondance est absolument énorme. Vous voulez dire par là que les choses n'existaient qu'à partir du moment où elles avaient été écrites? Oui, d'ailleurs, il y a une lettre à Georges où il dit je n'existe, ou enfin je me souviens plus du verbe exact, je ne vis qu'à partir du moment où j'ai la plume à la main. Je ne pense que la plume à la main. L'existence aboutissait là. Une question à Jean-Paul Goujon, Manuel Pirat? Non, peut-être que le lien avec les Goncourt, il se fait indirectement par Thierry Sandre, en 1923, qui est le secrétaire de Louis, qui a priori reçoit le prix Goncourt. Ouais. Ah oui, mais Sandre avait été le secrétaire de Louis bien avant, et je crois qu'à cette époque, il s'était non pas perdu de vue, mais enfin, il vivait dans deux mondes un peu différents. Jean-Pierre Bouixou, question à Jean-Paul Goujon. Oui, il y a également notre lien très indirect avec les Goncourt, c'est Farrer qui a eu le prix Goncourt. Oui, là aussi. Oui, et il l'a eu un peu grâce au soutien de Louis, il faut bien le dire. Ben oui. Oui, parce que Farrer n'était pas à Paris, il était marin, il était en mer à cette époque, et c'est Louis qui s'est occupé de tout. Et je crois même qu'il a envoyé les exemplaires, ou fait envoyer les exemplaires au juré Goncourt. Alors évidemment, là, on retrouve, oui. Il y avait une collectionnite partagée aussi avec Goncourt. Oui, absolument.
Absolument, oui. Louis, c'était moi, oui, c'est ça. Dans les documents, Louis a essayé de pas se limiter seulement aux livres et aux bibelots, comme l'avait fait Goncourt. Il a voulu avoir quantité de choses. Ses curiosités étaient plus vastes. Parce que Goncourt s'est quand même limité au 18e et à l'époque moderne. Alors justement, le catalogue des femmes avec qui j'ai couché, Jean-Paul Goujon, l'agenda érotique, se présentait comment un petit peu, sous quelle forme est-il conservé? De quelle écriture était-il rédigé? C'est un truc assez bizarre en ce sens que d'abord c'est sa récit inédit, c'est dans une collection particulière et ça avait appartenu à Michel Simon. Bien évidemment. Oui, qui avait des quantités de choses et pas seulement de Louis. Et c'est un cahier d'écolier, vous savez, comme a fait Louis, tant de cahiers qu'il a utilisés, ces cahiers d'écolier en toile bise, reliés en toile bise de l'époque, alors avec des lignes, et des marges. C'est une écriture assez ornée qui est de, je crois, 1893-14. Et il semble que après la mort de Louis, enfin moi c'est mon opinion, je l'ai bien examiné ce manuscrit plusieurs fois, il semble que les héritiers de Louis s'est collé des photos plus ou moins au pif, pour parler français, pour mieux le vendre. Parce que Louis, à l'origine, n'avait pas mis de photos. Il avait pris des photos de ses maîtresses, mais il les conservait à part. Alors c'est quelque chose d'assez hybride, mais qui est vraiment très étonnant. Jean-Yves Baucher. Jean-Paul Goujon, toutes les pratiques sexuelles et les obsessions de Pierre Louis, il y en a une qu'on ne trouve pas, justement, comme le disait Emmanuel Pirat tout à l'heure, c'est l'homosexualité masculine. Il était même excessivement homophobe. Est-ce que vous ne pensez pas, vous l'évoquez d'ailleurs un tout petit peu dans votre biographie, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'il avait eu un début d'aventure homosexuelle quand il était beaucoup plus jeune? Oui, c'est bien possible. On ne sait pas très bien, parce qu'il y a des traces. Mon ami Robert Fleury pense, peut-être avec vraisemblance, qu'il aurait sans doute eu des curiosités, mais il avait une grande peur de la douleur physique, une peur, on peut dire panique, ce qui expliquerait peut-être ça. Et il n'en reste pas moins que jusqu'à sa mort, la sodomie est restée sa grande obsession. Mais active. Oui. Jean-Paul Goujon, parlons pour terminer ce bref entretien des photos. Vous publiez dans votre ouvrage, évidemment, des photos de différentes compagnes de Louise. Donc, dans le dossier secret, Pierre-Louis Marie de Régnier, également beaucoup de photographies. Qu'est-ce qui reste à découvrir comme dans l'œuvre photographique de Pierre-Louis? Elle est inconnue et elle m'est même restée un peu inconnue. Je sais que à sa mort, on a retrouvé, je veux pas dire des centaines, mais enfin, il doit y en avoir des dizaines et des dizaines de plaques. Vous savez, ces plaques en verre photographiques, ouais. qui étaient les négatifs de l'époque, de clichés. Non seulement des photos de ses amis, qui sont des photos, si vous les chassez, par force, mais des photos érotiques, il y en avait quantité. Enfin, moi, j'ai su que chez Michel Simon, il y en avait des caisses. Et qu'est-ce que c'est devenu après la mort de Michel Simon? Ça, je ne saurais dire. J'ai cherché partout. Il y a des albums qui ont été vendus, dispersés. J'aurais bien aimé essayer de faire un livre sur Louis, photographe érotique, mais il faut bien dire que les collectionneurs actuels qui en possèdent refusent toute communication. Jean-Yves Baucher. Mais j'imagine qu'en dehors des photos que Louis a fait lui-même, a prises de lui-même, il avait également une collection de photos érotiques faites par d'autres. Énorme. Et alors, il a poussé le soin jusqu'à faire un catalogue plus ou moins raisonné, ou plusieurs catalogues de sa collection de photographies effectivement prises par d'autres. Je peux pas vous dire combien il en avait, je le sais pas, mais d'après les catalogues, je crois, il me semble que j'ai donné un chiffre, il en avait 2000 en 92, il me semble. Et il dépensait beaucoup d'argent à ce genre d'achat. Et elle est conservée, cette collection? On peut... Elle a été dispersée, mais alors ça, vous savez, elle a été dispersée évidemment après sa mort. Il y en a des épaves qui ressurgissent par-ci par-là, des albums qui sont très difficiles à localiser. Il est très étrange que cet écrivain qui a été très tôt beaucoup sollicité par le cinéma ne s'y soit jamais vraiment intéressé. Il s'est intéressé un peu à la fin de ses jours. Il aurait pu s'intéresser au cinéma érotique. Il y avait, au début, je pense tout ce qui était érotique le concernait, mais il était déjà trop mal en point. Il a signé des contrats pour avoir de l'argent, puis après il s'est repris. Enfin, c'est avec Diamant Berger, je crois qu'il y a eu dans les années 22-23. Farrer et d'autres lui ont fait retirer sa signature, enfin, mais effectivement, mais je crois qu'il était déjà complètement éloigné du monde réel et de son époque. Hein. Évidemment, à la fin de sa vie, il était presque aveugle aussi, ce qui n'arrangeait rien pour s'intéresser au cinéma. Oui.
Jean-Paul Goujon, votre prochain projet louisien? Écoutez, est-ce qu'il y en a un? Il y en a déjà un, ou est-ce que vous soufflez là? J'aimerais bien, mais c'est une très vaste tâche et qui risque de susciter des remous, publier le dossier Corneille-Molière de Louis. Que nous évoquerons donc à la fin de cette émission. En tout cas, bravo pour votre prix, Jean-Paul Goujon, et puis à très bientôt. À très bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Donc voilà, c'était l'intervention de Jean-Paul Goujon. Je rappelle qu'il était à Nancy pour recevoir le prix Goncourt de la biographie. Alors on a évoqué un petit peu différentes figures, différentes pratiques érotiques dans la vie de Louis. J'aimerais qu'on évoque maintenant, Jean-Yves Bochet, ses amours mauresques. Et notamment ses amours avec Zora qui l'a photographié. Les photos figurent dans l'ouvrage La biographie de chez Fayard. C'est intéressant le personnage de Myriam. C'est très drôle, bien, Jean-Pierre Boussy, très bien, très en forme. Il y avait Myriam Ben Ali et Zora Ben Brahim, mais c'est intéressant parce que là on voit un petit peu les contradictions à ciel ouvert un peu chez Louis. D'un côté, bon, effectivement, il a des amours mauresques, mais comme Gide, pas les mêmes, comme évidemment beaucoup de personnalités et d'intellectuels à l'époque. En même temps, il fait venir cette femme en France, il la présente dans les salons, il l'exhibe un peu comme ça, mais les choses tourneront mal, puisque la vie érotique et la vie sentimentale de Louis, c'était une cadence extrêmement rapide. Donc arrive le moment où il s'en sépare, et là, au contraire, il se conduit de manière assez pleutre et assez lâche avec cette femme. Donc il est à la fois courageux, il assume totalement cette espèce de ce choix, et en même temps, il le désavoue au dernier moment. Mais les contradictions, elles sont déjà entre les relations avec les deux femmes algériennes qu'il a connues, enfin dont on a retrouvé la trace, donc Myriam et puis Zora. Avec Myriam, quand il la rencontre, quand il vit avec elle à Alger, il a une attitude extrêmement anticolonialiste en disant que façon dont les Français traitent l'Algérie est lamentable, que ces gens sont gardés dans un état assez exécrable d'asservissement et tout ça. Et quelques années plus tard, quand il voit Zora, dans ses lettres, par exemple, il n'est plus du tout question de ça. Et puis surtout, il parle de cette petite sauvage qui a à peine une âme et qui pourtant le baise jusqu'à plus soif et est extraordinaire et tout ça. Et il l'amène un petit peu à Paris on a quand même l'impression d'une indigène qui, avec un côté, les lettres persanes de Montesquieu, quoi. Je veux dire, qui vient comme ça, à qui il fait découvrir le monde et la civilisation, quoi. Et effectivement, comme il y aura des problèmes ensuite avec Marie de Régnier à cause de cette Zora, il se débarrassera d'elle en s'en retourner à Alger d'une façon extrêmement lâche. Il faut quand même le dire. Un extrait de la lettre à son frère Georges Louis, donc de 1897, comptant la rupture avec Zora. Dois-je jouir le plus possible de sa présence pendant que je l'ai encore? Dois-je ne plus la regarder pour la regretter moins? Depuis le matin, je vais de l'une à l'autre de ces deux alternatives, et je ne sais pas, et je ne sais rien, sauf que les larmes m'étouffent. Billet pris pour elle, nouvel enregistrement de bagages devant le paquebot. Maintenant, nous cherchons où déjeuner, et vraiment je ne peux plus la regarder sans avoir les yeux débordants. On nous indique près du port un infâme caboulot où nous essayons de manger. Elle, une bouillabaisse et une côtelette, moi, une langue et un beefsteak. Mais nous pleurons l'un en face de l'autre dans notre mouchoir, et nos assiettes restent pleines. Nous voici revenus au paquebot. Négociation d'1 heure pour obtenir une cabine seule. Enfin, nous y voici. Je ferme la porte, étreinte désespérée. Ah, comme je l'ai connue une dernière fois, comme je l'ai embrassée, sur la bouche, sur les yeux, sur les joues, dans les cheveux. Tout ce que je pouvais atteindre de nu sous sa robe, épaisse et lourde, je l'ai caressée comme si j'allais la mettre en bière. J'ai même ouvert à grand-peine toutes les épaisseurs d'étoffe qui recouvraient sa poitrine, et j'ai dévoré son sein droit. Puis nos bouches ne se quittèrent plus. En un instant, je voulais reprendre toutes nos formes de baiser. D'abord ce frottement mouillé des 4 lèvres qui était si bien à nous, puis sa langue, puis la mienne, et nous ne cessions pas de pleurer. Voilà, on voit bien, Jean-Yves Bochet, que la rupture a été douloureuse et que le sentiment était sincère.
Sauf que, comme le dit Jean-Paul Goujon, tout est écriture chez Pierre-Louis, et donc on sent qu'il a un petit peu recomposé tout ça et un petit peu fait de la littérature, de la très belle littérature d'ailleurs. Parlons maintenant un peu de ses rapports avec la famille Heredia, qui est quand même au cœur même de sa vie personnelle, érotique et sentimentale. Mais avant cela, bien évidemment, un deuxième précepte à l'usage des jeunes filles. Si le monsieur qui parle à votre mère se met à bander dans son pantalon, ne le faites pas remarquer tout haut. Voilà. Alors, on peut évoquer un peu déjà Emmanuel Pierrat, le sérail Heredia. Le père, cubain, joueur, fauché. La mère a quand même relativement maquerelle. Et puis les trois filles, trois lionnes, trois filles de leur mère. Trois filles de leur mère. Voilà, n'est-ce pas, pour citer un des classiques érotiques de Louis, qui était là un petit peu à l'affût. Et puis une concurrence autour de l'une d'entre elles, Marie, que vont se disputer notamment Henri de Régnier et puis Pierre-Louis. Et l'histoire jouera globalement en défaveur de Pierre-Louis, puis se rattrapera un petit peu. On en a la preuve aujourd'hui avec ce fameux dossier secret, avec la correspondance échangée entre les uns et les autres, entre Pierre-Louis et Marie, entre Pierre-Louis et Georges-Louis, son frère, et puis avec les photographies aussi très étonnantes, magnifiques, elles sont très très belles, que Pierre-Louis a prises de Marie de Régnier nue. Notamment celle qui est en couverture, où elle lui tourne le dos et elle est devant la glace au-dessus d'une cheminée et qui est absolument Parce qu'on peut dire quand même qu'à l'origine, Marie de Heredia était convoitée à la fois par Pierre-Louis et Henri de Régnier, et que pour de basses questions d'argent, eh bien, Régnier semble l'avoir emporté. C'est-à-dire qu'Henri de Régnier et Pierre-Louis avaient fait, entre guillemets, un pacte secret, chacun devant se déclarer sa flamme à Marie de Régnier qui choisirait, en la laissant choisir, lequel des deux elle épouserait. Sauf que Régnier a rompu le pacte sans le dire à Pierre-Louis, s'est présenté le premier et a acquis comme ça la main de Marie de Régnier, mais ça ne lui a malheureusement, si on peut dire, pas porté chance, puisque Marie de Régnier, qui a eu rapidement conscience du fait que ça avait été quand même un petit marchandage avec le père, José Maria de Heredia, qui était endetté jusqu'à la moelle parce qu'il jouait énormément, c'est bien juré de ne jamais coucher avec Henri de Régnier, de n'être sa femme qu'en apparence, et c'est très vite proposé à Pierre-Louis, qui d'ailleurs l'a refusé la première fois qu'elle a fait ça. Bon, et ensuite, la liaison qui donnera un fils qui s'est appelé Pierre de Régnier, alors qu'il était le fils... Tigre, alias Tigre, alors qu'il était le fils de Pierre-Louis et de Marie de Régnier. Et Henri de Régnier, il y a quand même un aspect extrêmement, je dirais, triste et un peu sordide, dans le sens où... C'était pas un marrant. C'est effectivement pas un marrant, mais il a quand même supporté parce que c'était connu dans à peu près tous les salons, et donc il a un peu quand même supporté cette... Je crois qu'il a des honneurs. Il a réellement été amoureux de Marie de Régnier. Je pense qu'il était effectivement, et c'est pour ça que c'est notamment très triste quand même. Alors Jean-Pierre Bouixou, néanmoins, Pierre-Louis épousera une des filles de José Maria de Heredia, Louise de Heredia, qui viendra Louise Louis, la petite sœur de Marie, et je crois qu'elle l'a aimé, je crois qu'il l'a aimé aussi, mais pas d'une passion dévorante. Et puis ça a très vite tourné en eau de boudin. Ça n'a pas été un mariage extrêmement heureux. C'est le moins un mariage arrangé. Oui, il a été un petit peu. D'autant plus que évidemment, Jean-Paul Goujon analyse cela de manière interminable, puisque les documents sont extrêmement abondants. Mais Louis s'est mis de plus en plus à vivre la nuit. Il vivait donc dans le hameau de Boulainvilliers. À 2 pas de la maison de la radio. Voilà, près de il aurait pu venir à mauvais genre. Et sa femme le croisait le matin. C'est-à-dire que Louis allait se coucher quand sa femme se levait. Et bizarrement, c'est pour cette raison-là qu'elle a choisi de faire chambre à part. Voilà. Et donc c'était une espèce de couple totalement bizarre, totalement absurde. Louise passait ses nuits dans son bureau avec son lustre à remplir des fiches sans fin sur des points d'érudition dont on va parler dans quelques minutes. Et puis sa femme vivait à côté. Et puis les rapports étaient tellement bizarres, on peut le dire tordus, qu'il a fini même par la laisser en gage à un hôtelier d'Arcachon parce qu'il n'avait pas de quoi régler la note et qu'il fallait bien laisser quelque chose. Alors il a laissé non seulement les valises, il a gardé les valises, mais il a laissé sa femme. Il a laissé sa femme, voilà, effectivement. Mais dans une lettre, je ne sais plus si c'est dans les correspondances avec son frère ou avec un autre correspondant, il finit par expliquer que finalement ce qui lui reprochait surtout, c'était d'être bête. Avant de recevoir un godemiché dans le cul, n'exigez pas que l'instrument soit béni par l'archevêque. Certains prélats s'y refuseraient.
Ah voilà, autre précepte à l'usage des jeunes filles. Alors, avant d'écouter une chanson de Bilitis, Emmanuel Pierrat, si on essayait de faire un petit peu l'étude, un peu l'étude des trois fonctions amoureuses chez Louis, il semble qu'il a été incapable de lier les trois fonctions amoureuses. Il y avait les femmes que l'on épouse, les femmes que l'on aime, les femmes avec qui l'on couche de toutes les façons possibles. Mais il semblerait que peut-être le drame de Louis, c'est en tout cas ce que semble dire Jean-Paul Goujon, c'est d'avoir justement difficilement lié les trois fonctions, les trois rôles que la femme pouvait jouer à l'égard d'un homme. Oh, les trois ne coïncident pas chez Louis, et on peut se demander s'il peut... Il en coïncide parfois, mais pas souvent. Mais jamais les trois. Oui. Et puis sa correspondance amoureuse est en parallèle d'une vie érotique intense, et on peut se demander si c'est l'effet d'un hasard malheureux ou si c'est inconsciemment un mécanisme ou une façon de vivre finalement qui est organisée comme ça, avec des séparations, des fiches, des tiroirs et des catalogues différents. Il semblerait, Jean-Yves Bochet, qu'il y a quand même, de même qu'il y a des fiches, qu'il y a des classements, des dossiers, il y a également des attributions fonctionnelles faites aux femmes chez Louis. Oui, enfin, en même temps, c'est un tout petit peu compliqué que ça, parce que ça tient en même temps à son caractère, je dirais. C'était quelqu'un d'extrêmement timide. Donc, et qui en même temps ne supportait pas, quand ça n'était évidemment pas des prostituées, ne supportait pas les femmes qui s'offraient. Donc il y a cette ambivalence comme ça de quelqu'un qui avait du mal à se déclarer et en même temps il ne supportait pas les femmes qui s'offraient, il ne supportait pas les femmes qui se refusaient. Voilà. Il fallait des scénarios. Il ne supportait pas non plus de draguer entre guillemets pendant des semaines et des semaines. Donc effectivement, c'était extrêmement compliqué. Il ne sait pas faire la cour. Il ne sait pas faire la cour, oui. Donc ça explique tout bêtement, tout simplement, ce rapport extrêmement conflictuel et difficile entre ces différentes maîtresses et épouses, quoi. Mais je voudrais juste, pour conclure sur le sujet Marie de Régnier, Hérédia et Pierre-Louis et Henri de Régnier, quand même signaler que Marie de Régnier était quand même un personnage extrêmement, d'abord une très belle femme son père était cubain, d'origine cubaine, donc avec cette peau un peu mulâtre comme ça, belle femme qu'on peut voir donc sur les photos qu'a fait Pierre-Louis. Et puis c'est, comme le dit si justement Jean-Pierre, et puis c'est quelqu'un qui avait une assez jolie plume et qui dans les années 10-20 et même un peu plus tard a été connu comme écrivain sous le nom de Gérard Douville. Et Gérard Douville a publié un roman qui s'appelait L'Inconstante, qui raconte un petit peu les rapports Marie de Régnier, Henri de Régnier et Pierre Louis. Et qui est un joli livre d'ailleurs, fort bien écrit. Alors on évoquait justement les goûts immodérés de Louis pour toutes les formes d'art, de pratiques artistiques. La musique a été évidemment un des éléments les plus importants de sa vie, et ça aurait mérité une émission entière. Et puis, il a été wagnérien jusqu'à plus pouvoir. Il a été très lié à Debussy. Je pense que même c'est chez Louis que s'est joué les premiers extraits de Péléas sur le petit harmonium que possédait Pierre Louis. On parle là des quatuors de Beethoven. Enfin, c'était un grand mélomane. Oui, il a été question plusieurs fois qu'il écrive des livres d'opéra, malheureusement, ça ne s'est jamais concrétisé. Donc malgré tout, il y a eu des œuvres tirées de ces... Oui, Claude Terrasse avait tiré une opérette et des chansons de Bilitis. Arthur Honegger a mis en musique plusieurs des chansons de Bilitis. Il y a eu un opéra tiré d'Aphrodite. Il y a eu Regina Badet qui a également interprété le rôle d'Aphrodite à la scène. Oui, il a beaucoup inspiré le musicien. Voilà, la flûte de Pan, une des chansons de Bilitis mise en musique par Claude Debussy. Alors terminons, Emmanuel Pierrat, cette émission consacrée à Pierre-Louis, en évoquant l'érudit. Alors là, c'est tout à fait extraordinaire, et de nombreux chapitres du livre de Jean-Paul Goujon lui sont consacrés. Bon, effectivement, il y a eu des succès de librairie. Pierre-Louis a eu de nombreux succès de librairie, enfin quelques grands succès de librairie. Bon, c'était un bibliophile, un collectionneur éminent, mais une espèce de véritable soif d'érudition, de soif quasi pathologique d'érudition, lui a fait donc travailler pour l'intermédiaire des chercheurs et curieux. Il a fait surtout redécouvrir des personnages qui à l'époque étaient beaucoup moins célèbres et en tout cas cartographiés qu'ils le sont aujourd'hui. Rétif de la Bretonne, Louis-Sébastien Mercier. Donc il y a tout un aspect chez Louis, ça d'érudition
dévorante. D'érudition et pas seulement pornographique, parce que là on a d'un côté Rétif de la Bretonne et puis on a Louis-Sébastien Mercier et le tableau de Paris. On a deux choses très contrastées. Mais le bibliophile, le bibliomane ou le bibliophage, le bibliomaniaque qu'est Pierre Louys, écrit et fait non seulement des fiches, mais publie également des articles sur ses découvertes, sur ses opinions, sur ce qu'il pense de l'histoire littéraire. On en connaît un élément qui est particulièrement singulier ou intéressant, qui est son dossier Corneille-Molière, qui est peut-être ce qui est le plus saisissant. C'est cette polémique entre guillemets ou cette supposition selon laquelle Molière finalement ne savait pas du tout écrire et c'est Corneille qui lui aurait tenu la plume. Et Louis a constitué là-dessus un dossier qui, je dois l'avouer, on en est à peu près tous d'accord autour de cette table ce soir, un dossier qui est extrêmement troublant et a priori on ne peut pas mettre en doute la véracité des recherches de Pierre Louys. Et qui n'est pas seulement basé sur la recherche purement historique, mais également et surtout sur une analyse. Une analyse stylistique des deux auteurs, en voyant qui est capable d'écrire quoi, qui a écrit quoi avant l'autre, et puis en s'apercevant que globalement, ou bien Molière est un plagiaire de Corneille, ou bien Molière, c'est Corneille. Et puis cette érudition ou cette manie du vrai ou du faux en littérature ou dans l'histoire littéraire, elle jouera sur la vie posthume littéraire de Pierre Louys, puisque les premiers écrits érotiques, il y aura de grandes contestations ou en tout cas de grands questionnements pour savoir si oui ou non ces 400 kilos de manuscrits sont bien de lui, et bien de Louis. De lui, Louis. Par ailleurs, il avait fait de lui-même, il était l'auteur d'une grande mystification littéraire, les chansons de Bilitis. Et c'est ce qui expliquera que pendant longtemps, les éditions érotiques de Pierre Louys, qui sortiront donc à partir de 1926, un an après sa mort, seront en gros des facsimilés de ces manuscrits pour montrer l'authenticité de leur existence. C'est cette fameuse écriture à l'encre violette qui est restée célèbre jusqu'à aujourd'hui. Elle est très lisible et puis elle est donc passée à la postérité en raison peut-être du goût, dans une mise en abîme, du goût qu'avait Pierre Louys pour traquer le faux en littérature. Jean-Yves Bochet. Mais c'est 10 années d'érudition, parce qu'il faut dire ça, c'est presque 10 ans, je crois, où Pierre Louys, comme ça, se referme sur lui-même et fait des recherches à la fois sur Rétif, sur Sébastien Mercier et sur d'autres. Il y a une logique là-dedans par rapport à sa vie et par rapport à sa vision de la littérature, quoi. Je pense parce que dès ses premiers écrits, c'est quelqu'un qui, dans ses lettres, dit qu'il a une très haute opinion de la littérature, que la littérature ne doit pas être commerciale. Et ça va lui arriver, lui, d'avoir du succès avec Aphrodite, Bilitis, avec Aphrodite et La Femme et le Pantin. Mais à un moment donné, il voudra, d'abord, il critiquera beaucoup Farrer d'écrire des bouquins commerciaux, et il se retirera un petit peu de ça. Et toute ces années d'érudition viennent un petit peu de son refus il y a une petite phrase du commercial. De Jean-Paul Goujon, il dit « Je n'aime pas le définitif ». Voilà. Et on sent qu'il y a une obsession mallarméenne de la perfection, ça doit être le sonnet ciselé comme pas un, et en même temps, le livre ne doit être qu'un tas de fiches. Et puis c'est un velléitaire, il commence beaucoup de... Et il a commencé énormément de choses qu'il n'a pas fini. Merci Emmanuel Pierrat d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. On attend vos prochains livres, l'un sur les prochaines éditions et puis le prochain également aux Dilettantes. Je rappelle les ouvrages dont nous avons parlé ce soir. Pierre Louys, la biographie de Jean-Paul Goujon, c'est chez Fayard, de même que son chez Fayard, les 1000 lettres inédites de Pierre Louys à son frère Georges Louis, et qu'est chez Bourgois le dossier secret Pierre Louys, Marie de Régnier. La dramatique policière Mauvais Genre de ce soir, elle est due à Stéphanie Benson. C'est le sac à main de Lady Windermere, ou comme quoi il ne faut pas trop se fier aux vieilles dames d'apparence dignes et paisibles. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Brigitte Alléo, Claire Martin-Dugard, Jean-Yves Bochet, Jean-Pierre Bouixou, vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain avec Jean-Pierre Dionnet pour évoquer la geste de Métal Hurlant. Bonsoir à tous.